Salut à tous et salut à toutes, ici le Captain et bienvenue pour ce 3e épisode du podcast de Style UV. Donc le podcast, c'est votre nouveau rendez-vous en plus du contenu habituel du site. On tient à vous remercier encore une fois pour vos retours sur les différentes plateformes. On voit que vous êtes là, vous répondez présent, ça nous fait chaud au cœur, donc merci et continuez de nous suivre surtout. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à participer au débat. On sait que les avis sont toujours nombreux, puis évidemment, likez, partagez, vous pouvez même rager et être salé. Mais bon, après, il faut que ça reste de la bonne humeur, c'est important. Donc, comme d'habitude, je suis accompagné de ma petite fine équipe de rédacteurs du site, à commencer par Émilie, qui a sans doute encore les yeux un petit peu humides après samedi, comme beaucoup d'entre nous. Salut Émilie. Salut. Lui n'a peut-être pas autant pleuré samedi. Après tout, il a vécu les départs de Del Piero, de Nedved, de Baggio. La légende dit même qu'il a vécu celle de Platini et Sivori. Je le taquine, mais il nous fait le plaisir de sa présence. C'est Calo qui est avec nous. Salut Calo. Salut, que d'émotions les amis, que d'émotions. Il en faut un petit peu. Enfin, pour sa toute première dans le podcast, il a ramené avec lui toute sa connaissance historique sur la Juve et sa boîte de mouchoirs, comme tout le monde. On accueille Fio aujourd'hui. Salut à toi. Salut à tous, et ouais, c'est peut-être l'émission qu'on n'aurait pas souhaité faire finalement. Ouais, c'est clair, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez deviné, vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre. Aujourd'hui, on va parler du départ de Buffon, Gigi qui s'en va. C'est une histoire d'amour de 17 ans qui se termine. C'est beaucoup pour nous, beaucoup pour la carrière de ce joueur immense. Pour rappel, le palmarès de Gigi Buffon avec la Juve, et c'est 11 titres de champion d'Italie. Un titre de champion d'Italie en Série B, auquel il tient. 4 Coupes d'Italie, 5 Super Coupes d'Italie et 3 finales de C1. On va comme les mentionner parce que c'est la seule qui manque à son palmarès glorieux avec nous, en plus de la Coupe du Monde en 2006. Donc ça fait mal. Ça fait mal. Calo, c'est avec une seule chose à retenir, notre capitaine, un souvenir, une anecdote particulière qui t'est chère. Une seule chose, c'est pas possible. J'ai tellement de trucs à dire sur lui. Enfin, je vais essayer d'être bref, quoi. Pour moi, Buffon, c'est deux choses. Déjà, c'est le capitaine avec un grand C. En tout cas, celui qui, pour moi, était le plus Juventino de tous. Parce qu'il a pas seulement défendu nos cages, il a défendu nos couleurs et notre honneur. Il l'a fait en s'en fichant des critiques, des éloges des autres, et résistant surtout à la tentation de vouloir être sympathique aux yeux de tous. Moi, je me rappelle d'un soir, c'était le soir du violon de Garcia, je sais pas si vous vous souvenez. Après une énième défaite, Totti arrive devant les caméras et ouvertement, il nous insulte. Pendant 10 minutes. 10 minutes après, on demande à Buffon ce qu'il en pense et il répond juste une phrase. Nous sommes l'alibi de ceux qui ne gagnent jamais. 10 minutes de Totti, Buffon le met KO en une phrase. C'est ce que j'attends d'un capitaine. Affronter l'adversité, nous défendre des attaques. Alors bien sûr, avec classe, on est la Juve, il faut le style Juve. On n'est pas le premier venu, sans prétention. Mais il faut surtout pas se laisser faire. Puis Buffon, pour moi, c'est autre chose, c'est Buffon et amour. Enfin, en tout cas, j'ai jamais connu un capitaine qui aime autant ce qui est autour de son équipe et de son équipe en elle-même. Plus tard, on parlera de ses adieux, de l'amour qu'il a reçu ce jour-là, de l'amour qu'il a donné aussi. Mais juste un petit rappel sur 2006. Buffon, c'est celui qui a fait le plus grand sacrifice en 2006. Je veux dire, merci et respect aux autres. Mais il faut remettre dans ce contexte de l'époque. À l'époque, Buffon, c'était pas le meilleur gardien du monde, c'était le Jésus des cages. Si on doit faire le classement des 5 meilleurs gardiens du monde à l'époque, moi en 1, je mettrais Buffon, en 2, Buffon, 3, Buffon. Après, vous avez Casillas, Barthez, etc. Mais avec tout le respect que je leur dois, Barthez, il pouvait lui porter les valises à Buffon. Et contrairement aux autres, en 2006, Buffon était jeune, je crois qu'il avait 28 ans. Il pouvait aller jouer titulaire où il voulait. Et il y avait eu des approches du Real Madrid, notamment. Ouais, mais malgré ça, il a accepté de rester avec nous, quoi. Enfin, non, il n'a pas accepté. Parce qu'accepter, on dirait qu'on l'a demandé, qu'on l'a prié. Non, il a fait de lui-même. Il a fait un acte christique ce jour-là, je veux dire. Il a accepté d'être crucifié par amour, quoi. Et moi, juste une phrase que Marchisio a dit, c'est la phrase qui résume Buffon, c'est la manière dont tu as aimé ce maillot restera source d'inspiration pour d'entières générations. Grazie capitano. Et Buffon, c'est ça, c'était capitaine et amour. Voilà. C'est ça. C'est à la fois le capitaine de la Juve et aussi le capitaine de la Nationale. Il faut le rappeler, Buffon qui a laissé beaucoup de souvenirs. Amy, si t'en avais un ou peut-être plusieurs à partager, ça serait lequel? Ouais, c'est pareil, je pense qu'il y en a énormément. Moi, depuis que je suis la Juve et donc depuis le début des années 2000, pour moi, il a toujours été là. J'ai pas le souvenir de pas l'avoir vu dans les cages. Donc ça va faire un grand vide de plus le voir. J'ai un peu du mal à imaginer en fait. C'est pas facile.
pour moi, ce que je retiens, il y a tellement de choses qu'on peut retenir de lui, mais ce que je retiens surtout, c'est que c'est le meilleur des coéquipiers et des adversaires qu'il puisse y avoir sur un terrain de football. Quand il est dans ton équipe, on a l'impression que c'est le papa, c'est la figure rassurante. Il représente énormément, ça se sent pour toute l'équipe. Et pareil, pour les adversaires, je veux dire, même après des défaites importantes ou des moments difficiles, il est toujours là à aller embrasser ses adversaires, quels qu'ils soient. Un grand fair play quelque part. Moi, c'est ça que je retiens. Pas avoir en câlin, DJ. Ouais, c'est vraiment ça que je trouve vraiment chouette. C'est quelqu'un d'extraordinaire quand même, au fond. C'est vrai que avant d'être le capitaine, c'est un homme qui est reconnu, hein, un grand homme. Fio, de ton côté, si tu avais un souvenir, une anecdote, qu'est-ce qui te vient en tête là tout de suite? Moi, c'est plus une impression générale en fait, hein, et je vais rejoindre Rémi en disant que pour moi, c'est vrai qu'il a toujours été là. Je commençais à suivre la Juve et moi c'était sur la saison 2002-2003 avec ce fameux parcours qui va jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Et c'est vrai que c'est différent par exemple de Del Piero, parce que Del Piero on a eu le temps de s'y préparer quelque part. On l'a vu décliner un petit peu physiquement, il était de moins en moins titulaire. Buffon il a toujours été au top, hein. Il y a eu une période de moins bien un petit peu début des années 2010. Ses problèmes au dos, on n'a pas même vu Stohari et Manninger, mais il a toujours été là globalement, il a toujours été au top, et c'est vrai que là l'arrêt est assez brutal, hein, parce qu'il aura joué vraiment jusqu'au bout, et je suis quand même content finalement qu'il arrête en étant au top comme ça, et qu'il n'ait pas fait, on va dire, peut-être la saison de trop avec le maillot de la Juve, ou qu'on l'ait vu avec des complications, à ne plus être titulaire, peut-être on n'aura pas vu ça, mais on aura vraiment vu un grand joueur jusqu'au bout, et puis évidemment c'est un exemple de sportivité et de loyauté, et loyauté, enfin sportivité surtout même dans la défaite, hein. Il a toujours ce comportement exemplaire avec ses adversaires, il les félicite, il leur sourit, et ça peut même agacer parfois, hein, parce que moi je me rappelle par exemple d'une lourde défaite contre le Milan 3-0 à Turin, il y avait encore Ronaldinho à cette époque-là, et il y avait Gattuso, et Buffon était hilar au milieu du terrain avec un grand sourire à le reprendre dans ses bras. Et après une défaite aussi frustrante, des fois ça pouvait un petit peu agacer, mais non, vraiment un très 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 grand monsieur, et il va beaucoup me manquer. C'est vrai que au-delà de la figure du joueur, il y a aussi la figure de l'homme, hein. Le sourire toujours pas avoir en câlin, on l'a vu aussi, hein, au Juventus Stadium samedi dernier, quand on voit des gros bonhommes musclés et tatoués qui fondent en larmes littéralement les uns sur les autres au passage du DJ. On se dit qu'effectivement pendant les 17 ans qu'il a passé chez nous, il y a eu beaucoup d'instants qui ont marqué le cœur des tifosi. À titre perso, c'est vrai que l'un des moments qui m'a le plus marqué avec lui ne s'est pas passé avec la Juve, mais avec la Nazionale, et pendant l'Euro 2016 où, après être revenu d'un très très bel Euro où personne ne voyait l'Italie aller aussi loin, Gigi Buffon est revenu en Italie avec toute l'équipe, et la première chose qu'il a fait en arrivant avec l'équipe, c'est se plonger littéralement dans les bras des tifosi qui étaient là, qui attendaient l'équipe. Je trouve que c'est vraiment cette image-là, en fait. Gigi Buffon, si je devais poser une image sur ce qu'il est, je pense que c'est vraiment ça. C'est la communion avec les tifosi, et la marque qu'il va laisser, et cette grande voix qui va nous manquer. Et c'est, excusez-moi du terme, mais les porca puttana qui vont beaucoup me manquer, en fait. Voilà, c'est une présence, c'est une voix, c'est un cœur. C'est un bonhomme tout entier qui va nous manquer, je pense. Donc, on l'a beaucoup redouté, hein, à ce moment. On y a pensé, on a essayé de s'y préparer un maximum. Mais voilà, c'était pas le genre d'événement auquel on pouvait se préparer finalement. Donc Gigi est sorti à l'heure de jeu, hein, samedi dernier, littéralement dans un torrent d'émotions. Il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup d'embrassades, on l'a vu avec Marchisio, Barzali, Dybala, un petit peu comme père et fils, hein, d'ailleurs ces deux-là, on avait cette sensation. Et le Juventus Stadium qui était littéralement laissé comme un orphelin, c'est un peu le papa, hein, des millions de Juventini qui a attiré sa révérence. Fio, ton émotion à ce moment-là, au moment de sa sortie? Je dois dire que je suis pas forcément quelqu'un de très sensible, et jusque-là je vivais ça avec pas mal de distance, et en fait j'ai été surpris d'être aussi ému finalement quand il est sorti, quand il est proche de Barzali. Je crois que Barzali il lui dit c'est le moment, et il le prend dans ses bras, et ensuite il prend tout le monde dans ses bras, et moi le moment qui m'a fait entre guillemets vraiment le plus craquer, c'est quand Marchisio le prend dans ses bras en fait, et que Marchisio cache presque son visage sur son épaule parce que lui aussi il avait les larmes.
Et je crois qu'il lui remet le brassard de capitaine d'ailleurs. Exact. Ce passage de témoin, il est juste incroyable. Et ouais, j'ai versé ma petite larme de manière très inattendue finalement, parce que ça a été un moment d'émotion incroyable, et je crois pas revivre un tel moment de toute ma vie dans l'histoire du football. Vraiment, ça restera marqué dans la mémoire. Ouais, je pense que ça sera le cas de beaucoup de monde. Amy, ta réaction au moment de voir Buffon sortir? Ça a été un moment très très émouvant aussi, je rejoins Fio là-dessus. C'était pas facile, franchement, je pensais pas que ça me toucherait autant. Ouais, c'est vrai que ce moment d'embrassade et tout, au départ, en fait, quand le jeu s'est arrêté, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe et tout, et puis là je me suis dit mais non, il sort en fait, genre c'est la fin, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, là le gardien que t'as vu pendant 20 ans tout le temps, bah il sort et c'est fini, tu le verras plus jamais dans tes cages. Ça fait un drôle d'effet. Ouais. C'est vrai que l'émotion était forte. Ouais, c'est vrai que cet échange avec Marquisio, il a été très bouleversant. Ouais, littéralement. C'est vraiment difficile. Et puis en fait, oui, le voir sortir, en fait, c'est vraiment le fait de réaliser qu'il re-rentrerait plus jamais en tant que joueur sur le terrain. Ça m'a un peu coupé les jambes. Moi, cette image, en plus, celle de Marquisio, oui, m'a beaucoup marqué. Et derrière, c'est cette image, une fois qu'il est sur le banc, où il se retourne vers le public, où il applaudit, il a les larmes aux yeux. Je pleurais à fond, hein, on va pas se mentir. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je garderai longtemps en tête, je pense. Après, on va peut-être lancer une petite bombe, mais pour moi, c'est le départ de Del Piero qui m'avait beaucoup plus ému. J'ai trouvé son départ à Buffon beaucoup moins émouvant. C'est ce que j'allais revenir dessus d'ailleurs, hein, quand tu as parlé de Buffon qui se lève pour s'adresser au public. C'était une image qui a beaucoup rappelé 2011, hein, quand Del Piero a tiré sa révérence aussi. Calo, ton avis sur ce changement, sur les dernières minutes de Buffon? De l'émotion, hein, beaucoup d'émotion. Hein. L'émotion et aussi tout un tas de sentiments contradictoires. Je veux dire, ouais, de la tristesse immense de réaliser qu'il serait plus là, quoi, parce que on réalisait pas, on le savait, on avait les dates, on avait absolument tout ce qu'il valait, mais le voir dans cet état-là, le voir sortir, on s'y attendait. Enfin, on réalisait vraiment à ce moment-là. Puis aussi un sentiment d'abandon, comme quelqu'un qui nous quitte, qui nous laisse seuls, quoi, comme une maman chat qui pousse les petits chatons, leur disant maintenant je suis plus là pour vous, maintenant il faut vous débrouiller seul. Et paradoxalement, la plus grande émotion, je l'ai eu dans l'avant-match. J'ai regardé l'avant-match sur GTV. Et Buffon a fait un grand câlin aux Vikings et aux Druggy, à tous les supporters qui étaient derrière sa cage. Et à un moment, il y a un enfant qui lui dit quelque chose. Je sais pas trop quoi, et Buffon lui répond « J'espère que je vous ai pas déçu », en parlant de sa carrière. Et il avait la voix pleine d'émotions, comme s'il se demandait s'il était assez bien pour nous. J'ai été touché, vraiment. Et voilà. Mais tu vois, Calo, tu parles de tristesse et d'abandon. Évidemment, il y avait de la tristesse, mais moi, j'ai eu aussi une certaine forme de joie et presque de fierté, parce que je me suis dit, on a vécu ça. On a vécu les 17 années de Gianluigi Buffon à la Juventus, et je me suis senti triste, mais aussi quelque part chanceux en fait d'avoir été contemporain de ce joueur et d'avoir pu vivre pratiquement ces 17 années à fond. Et franchement, ça a été, c'était pas que de la tristesse, il y avait un peu de joie aussi quelque part. Hein. Ouais, Fio, mais enfin, je vais pas dire que je l'aimais plus que les autres, ça serait faux, honteux et ça serait un manque de respect vis-à-vis de vous, mais enfin, pour moi, c'était quelqu'un de ma famille, quoi. Je vais pas exagérer, mais je le voyais tous les dimanches, on parlait de lui, ouais, vraiment, c'est l'abandon, enfin non pas l'abandon, le jubilé de joueur le plus marquant pour moi. Et pourtant j'en ai vu, hein. Donc bref. C'est vrai que Buffon a cette figure, on peut le dire, hein, c'est paternelle, littéralement en fait. C'était le papa de millions de Bianconeri. Et le voir partir, en fait, c'est un petit peu un morceau de nous qui s'en va finalement, parce que Buffon, ça représente, je pense, ce qu'on a de plus, ce qu'on avait peut-être de plus précieux à la Juve en 17 ans. Il a traversé beaucoup d'époques. Je pense que c'est un superbe symbole en fait. Il était là à partir de 2003. Il a connu 2006. Il a connu la descente. Et puis la remontée aussi, la première finale en C1, puis la deuxième, et c'est 7 titres consécutifs. C'est une folie. C'était le papa parfait, quoi. Je veux dire, oui, c'est ça. Il nous apportait de l'amour et de la protection. C'est quand quelqu'un attaquait la Juve, toujours avec classe, toujours avec une seule phrase. Il était
toujours là pour la défendre. Et le mot juste toujours, sans être irrespectueux ou insolent envers l'autre, toujours dans ce petit tacle, mais avec beaucoup de grâce et beaucoup de style. Et je pense qu'en ça, Buffon symbolisait parfaitement l'image du capitaine, du père et de l'homme, en fait, tout simplement. Je pense que Buffon, c'était un petit peu tout ça pour nous, finalement. Et il y avait ce sens de la responsabilité aussi en tant que capitaine, c'est-à-dire qu'il assumait toujours ses responsabilités et il n'hésitait pas à prendre les choses sur lui quand c'était nécessaire et à intervenir quand il le fallait. Et il y a peu de joueurs, je pense, qui peuvent incarner aussi bien ce rôle de capitaine comme lui. C'est vrai, que ça soit pour la Juve ou pour la nationale, et ça va créer un énorme vide. Bon, on va attaquer un petit peu le sujet qui fâche maintenant. Celui qui est sur toutes les lèvres, hein. Gigi Buffon serait proche du Paris Saint-Germain. Alors bon, la piste serait bouillante, hein, selon Di Marzio. On parle même d'une officialisation possible dès ce mercredi, un rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bon, pour restituer un petit peu, Buffon a tenu une conférence de presse jeudi dernier, officialisant son départ de la Juventus, mais laissant planer le doute sur son avenir. On sait qu'une offre de la Juve existe pour continuer au club en tant que dirigeant, tandis que d'autres clubs se sont posés pour lui offrir un contrat en tant que joueur. Et il y a cette histoire avec le PSG qui a déboulé. Alors il y a beaucoup de choses à dire. C'est dur. Les tifosi sont littéralement déchirés entre la compréhension pour certains et le dégoût pour d'autres. Et certaines réactions vont vraiment très très loin. D'un côté, on peut accuser Andrea Agnelli de ne pas avoir prolongé Buffon une année de plus, puisqu'il a largement été sous-entendu que la Juve ne voulait plus de Buffon en tant que gardien. Et de l'autre côté, on s'interroge aussi sur le choix de Gigi. On sait que l'image du PSG, on sait que l'image que renvoie le PSG est souvent négative. On pense aussi à ce rôle d'ambassadeur qui lui serait proposé pour une Coupe du Monde déjà très polémique et aux mains sales. Émilie, ta réaction par rapport à tout ça, ce potentiel transfert à Paris, est-ce qu'il y a quelqu'un à blâmer et qui ? Personnellement, mon ressenti par rapport à quand Buffon a quitté le terrain a été très influencé par la conférence de presse qu'il a tenue quelques jours avant. J'étais triste de le voir partir et en même temps j'avais une petite amertume derrière. J'aurais préféré qu'il annonce quelque chose de définitif qui soit déjà acté plutôt que nous laisser mariner encore pendant une semaine à se dire continuera pas, ira quelque part, ira en dirigeant, ira à la nationale et on sait pas. En fait, moi je suis entre la compréhension et le dégoût quelque part. Je le comprends de vouloir encore jouer. Je pense concrètement, je le pense pas du tout en dessous de son niveau. Pour moi, il a encore le niveau pour jouer encore de nombreuses années au top. Enfin, de nombreuses, peut-être pas sans excès, quoi. Mais au moins une année. Au moins une ou deux, ouais, je le vois bien continuer. Mais après, voilà, le choix du PSG, c'est très très discutable. Pour moi, il y a des clubs qui ont beaucoup plus d'histoire, beaucoup plus de valeurs, qui se rapprochent à celles que Buffon a toujours énoncées. Je trouve que le PSG est très loin de l'image de Buffon, en fait, et c'est ça qui me déçoit un petit peu dans ce choix probable du PSG. Moi, je me rappelle notamment cette saison, en fin de saison, d'une interview de Buffon où il a dit que dans la vie, il y avait plus important que l'argent et la popularité. Pour moi, rejoindre le PSG, c'est être complètement à l'opposé de cette phrase, en fait. Et c'est ça qui me déçoit énormément. Après, je le comprends, bon, faire un choix financier, effectivement, en fin de carrière, il n'a plus rien à perdre, entre guillemets. Ce choix-là, moi, je le comprendrais peut-être jamais, d'un point de vue de supportrice de la Juve et pour les valeurs qu'il a toujours énoncées, plutôt. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant, hein, ce choix du PSG. Après, bon, Gigi Buffon l'a dit souvent, hein, et de toute façon, ses choix de carrière ont beaucoup parlé pour lui aussi. On le disait tout à l'heure en 2006 quand il est resté. Voilà, on sait que l'argent, c'est pas. Enfin, pour Gigi Buffon, on dirait que c'est jamais une histoire d'argent, mais effectivement, aller à Paris, ça va peut-être en ce sens. Calo, qu'est-ce que t'en penses toi de ton côté ? Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, ce transfert à Paris ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à blâmer finalement entre la Juve ou peut-être même le choix de Gigi en lui-même ? Bah écoute, moi je comprends pas trop où est le problème en fait. Le problème c'est quoi ? C'est qu'Agnelli le prolonge pas, c'est que Buffon veut continuer, c'est que Buffon préfère aller à Paris plutôt qu'ailleurs. Quel est exactement le problème ? Je veux dire, pour lui, Paris, si pour nous, en tout cas pour les Juventines et francophones, c'est quelque chose qui est très proche, pour lui, Paris c'est une magnifique ville d'un autre pays, sans plus.
Il a peut-être pas d'offre d'autres clubs qui veulent jouer la victoire en Champions League. Il y a peut-être que Paris qui lui. On parlait quand même de Liverpool et du Real Madrid aussi en offre. Hein. Real Madrid, je suis pas sûr qu'ils prennent Buffon après avoir viré Casillas alors qu'il était plus jeune que lui. Ça serait assez bizarre. Liverpool, oui, peut-être. Mais enfin, moi, je sais pas si vous avez déjà été à Liverpool. Moi, j'ai été voir un match à Liverpool. Hein. Liverpool, on dirait les corons. On dirait un roman d'Émile Zola. Hein. C'est le temps est dégueulasse, on bouffe mal et les maisons, on dirait que Tchernobyl, quoi. Faire Paris, c'est autre chose comme je suis pas d'accord avec toi sur ça. Hein. Liverpool, c'est une super ville. Bah ouais, c'est une question de goût, on va dire. Allez, disons ça. Mais Paris, c'est quand même une magnifique ville. Puis c'est pas loin. C'est pas loin de Milan, parce que sa femme travaille à Milan. Il a aussi eu une offre de Boca Juniors, je pense, et il peut pas jouer sur un autre continent. Et il fait quoi de sa famille? Sa femme est présentatrice à la télévision italienne. Elle peut pas le suivre, elle peut pas quitter. Il va pas divorcer pour aller jouer ailleurs. Tandis que Paris, c'est à 1 heure d'avion de Milan. Non, moi je comprends totalement. Je comprends que lui ne voulait pas quitter la Juve, qu'il voulait y rester en tant que titulaire, mais nos dirigeants ont pensé qu'il avait perdu en agilité, en physique. Et il y a une partie des Juventini qui pensent de la même manière, à savoir que voilà, beaucoup remettent en question Buffon et ses performances cette saison. Oui, cette saison, il a fait quand même une saison correcte, un gardien normal. Après, il était fantastique. Il y a qu'à voir sa deuxième mi-temps, sa deuxième mi-temps, même la rencontre entière contre le Real Madrid pour s'en convaincre. Oui, c'est ça. Contre le Real de Madrid, il a fait un super match et le reste de la saison, il a fait un match de gardien normal, quoi. On va dire à sa saison, moi je lui donne un 6,5. Hein. Il a fait une bonne saison, mais notre club pense qu'il a perdu en agilité, en physique, et si on ne raisonne pas avec le cœur, si on raisonne avec la tête, force est de constater que c'est vrai. Et les propositions de notre club étaient deux. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait lire entre les lignes. La première proposition, c'était tu deviens dirigeant, c'est-à-dire tu fais 1 an d'apprentissage, et ensuite tu te mets avec Nedved et moi, je fais la place du président là, tu te mais avec Nedved et moi en tribune, et on vibre pour l'équipe, et on travaille pour le bien de l'équipe en tant que dirigeant. Soit tu seras le second de Chesney. Au fait qu'il serait second de Chesney, Buffon a répondu c'est pas possible d'être le deuxième de Chesney parce que ça serait très mauvais pour Chesney. Parce qu'imaginez, Chesney fait une connerie dans un match, les médias vite fait il faut faire jouer Buffon, et voilà. C'est pas possible. Ah ben, c'est clair que ça va réclamer le retour du roi. Voilà, ça serait donc très mauvais pour Chesney, et il a dit aussi ça serait aussi très mauvais pour moi. Parce que le mec, c'est Buffon. C'est le meilleur gardien de tous les temps. Ou en tout cas, aux yeux de tous, un des meilleurs de tous les temps. Mais justement, c'est ça qui choque. Il va pas faire le remplaçant. C'est justement ça qui choque, c'est-à-dire que la Juventus a en sa possession un gardien qui lui est mythique, qui est là depuis 17 ans, qui a un top niveau, qui peut encore largement jouer 1 an et qui veut jouer 1 an de plus. Enfin, désolé, mais pour moi le Polonais, rien à foutre quoi. Mais le club a fait certaines évaluations sur ses performances et pense qu'il ne pourra plus en tant que titulaire. Non, je termine juste mon propos. Ce que je comprends pas, c'est les gens qui se disent oui, mais Buffon, il salit la légende, il faut qu'il arrête. Non, mais je suis désolé, je veux dire, si vous êtes avec une nana et vous la plaquez, vous allez pas lui dire bon, mais non, je te plaque, mais tu sors plus avec personne. Hein. On peut pas lui dire on ne veut pas de toi et il faut pas jouer ailleurs. À partir du moment où lui veut rester, où lui nous aime, où lui veut jouer pour nous, et que nous on veut pas, quand je dis nous, je parle des dirigeants, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il se tire une balle dans la tête, qu'il arrête sa carrière, mais le mec c'est sa vie le football. Le mec il se sent encore de pouvoir jouer à haut niveau. Donc oui c'est triste, ça me fera mal au cul, désolé de parler de cette manière, de le voir avec un autre maillot en Europe. S'il joue contre la Juve, ça va me faire bizarre à un point, vous imaginez pas comment, mais on peut rien lui reprocher. Le mec voulait rester avec nous, le mec nous aime. C'est nous qu'on veut plus de lui. Ouais, et Fio, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, tout ça, peut-être ce désamour de la direction envers Buffon et ses destinations, qui restent quand même discutables. Bah alors, sur la destination, d'abord, je vais pas dire que j'apprécie de le voir aller au Paris Saint-Germain, je vais pas dire que j'apprécie de voir son image s'associer à celle de cette équipe-là, et encore moins de le voir ambassadeur de ce qui pourrait être la Coupe du Monde de la haine. Donc j'aime pas forcément ce choix, mais je le respecte. Buffon, il nous a tellement apporté, franchement, sur toutes ces années, on ne peut que le remercier. Et aujourd'hui, si il a envie de continuer l'aventure et s'il y a peut-être que le Paris Saint-Germain qui lui offre le rôle qu'il attend, qu'il y aille. Je respecte son choix, je l'apprécie pas forcément, mais je vais pas me mettre à ne plus l'aimer parce qu'il a fait ce choix-là.
Concernant la direction, moi je pense que elle agit comme elle a toujours agi, c'est-à-dire que aucun joueur n'est plus important que l'institution. Et elle ne fait pas passer, même Buffon, elle ne le fait pas passer devant le club. La Juve, elle a préparé l'avenir l'année dernière, elle a fait un choix, elle a décidé de miser sur Szczęsny. Cet été, elle a une opportunité pour aller chercher un très grand second gardien qui est Mattia Perin. Elle a fait ses choix, la Juve, elle les a fait de longue date et elle pouvait pas se permettre de tout changer parce que il y a encore 15 jours, Buffon savait pas encore ce qu'ils allaient faire. En tout cas, il a toujours dit qu'il allait partir à 40 ans, il l'a maintenu pendant très longtemps et donc la direction, elle a construit là-dessus et en 2 semaines comme ça, elle peut pas se permettre de changer, de révolutionner tous ses plans. Moi, en tout cas, je crois en la bonne foi de Buffon et Agnelli quand ils ont évoqué leur relation, qui est une relation de grande amitié à leur dire, et je suis persuadé qu'ensemble ils ont évoqué toutes les solutions possibles. Agnelli a fait une offre en tout cas de dirigeant à Buffon et voilà, je pense qu'ils ont cherché la meilleure solution et Agnelli allait laisser la liberté évidemment à Buffon. Je voudrais juste ajouter un dernier point parce que j'ai vu que pas mal de personnes comparaient le comportement de la direction avec le comportement qu'elle a eu avec Del Piero. Et pour moi, les situations sont totalement différentes. Del Piero, en 2010 ou 2011, avait signé un contrat en blanc et l'avait annoncé sans le dire à personne à la Juventus, ce qui n'avait pas plu du tout à Andrea Agnelli. Et c'est pour ça que c'est Andrea Agnelli qui a pris les devants ensuite pour annoncer au début de sa dernière saison que Del Piero allait quitter la Juve à la fin de la saison, justement, à l'Assemblée des actionnaires. Ici, pour moi, la situation est totalement différente. On a vu Agnelli et Buffon main dans la main, justement, et ça montrait que là, ils avaient tout prévu ensemble. Et la grosse différence aussi, c'est que justement, il y avait un rôle de dirigeant pour Buffon, et il n'y aura jamais cette offre-là pour Del Piero. Voilà, je rebondis, Fio, je suis totalement d'accord avec toi. Si certains pensent qu'Agnelli s'est mal comporté avec Del Piero, beaucoup de gens pensent aussi que c'est Del Piero qui s'est mal comporté en forçant son dernier contrat. Donc tout ce que tu as dit, plus 1, quoi. Ouais, c'est vrai que par rapport à tout ce que vous avez dit, je suis personnellement très contrasté par rapport à cette décision-là. Autant jamais aucune décision, jamais aucune destination ne pourra retirer ce qu'a fait Buffon pendant 17 ans à la Juventus, jamais. Par contre, c'est vrai que la destination me pose énormément de problèmes. Pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe de mercenaires. C'est une équipe de starlets, en fait. On manque de leader et c'est totalement ce qu'ils essaient de s'acheter, encore une fois. On est face à une équipe qui est soumise à l'autorité sponsor marketing d'une starlet qui ne prend même pas la peine de disputer tous les matchs du championnat. Je vois très mal Buffon venir en Ligue 1 pour jouer des matchs contre... Enfin, excusez-moi, mais Buffon au Roudourou, enfin de la même façon dont on disait Neymar au Roudourou, Neymar... Voilà, la Ligue 1, c'est un sous-championnat, c'est un championnat de seconde zone, quoi qu'on en dise. Que Buffon vienne à Paris pour chercher un dernier challenge, je trouve que c'est pas legit dans la mesure où Paris, il y a aucun challenge, ils sont champions à l'avance. C'est pour moi la destination est très décevante et que dire de ce rôle d'ambassadeur, devenir ambassadeur d'une Coupe du Monde qui sent la polémique et qui a les mains sales. Non, vraiment pour moi c'est pas des choses que je voulais voir attachées à Gigi Buffon. Je lui en veux absolument pas de vouloir continuer parce que c'est vrai que quand t'as ça, quand tu es un joueur et que t'as passé ta vie à jouer et que c'est ta passion et que t'as toujours tout sacrifié pour ça, on peut pas empêcher un homme de faire ce qu'il aime, sûrement pas. Mais j'aurais largement préféré, bon, évidemment qu'il prenne sa retraite et qu'il termine chez nous, évidemment. De tous les clubs possibles et imaginables, peut-être que le PSG, son image, l'image que peuvent envoyer des clubs comme Manchester City qui sont dopés artificiellement au niveau de la finance. C'est pas des clubs auxquels effectivement j'aurais voulu voir Buffon attaché. Bon après c'est comme ça, on peut pas le blâmer de vouloir continuer s'il a ça dans le sang. Voilà. Moi je lui souhaite bonne continuation, je l'aime et je l'aimerais à tout jamais aussi fort, mais quand même déçu de la destination, quand même très déçu. Concrètement, je suis assez d'accord avec toi, Jessie. Je pense il est juste de dire une chose, c'est que on peut aimer Buffon et ne pas être d'accord avec son choix en fait. J'ai vu beaucoup de personnes dire tu dis ça de Buffon, ça veut dire que tu l'aimes pas vraiment. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. En fait, on a le droit d'aimer vraiment beaucoup un joueur et de ne pas être d'accord avec toutes ses décisions, ni avec la manière dont les choses se passent. En fait, on peut avoir un avis différent sans pour autant mépriser ou ne pas aimer le joueur. Ouais, tout à fait. Moi, j'aimerais toujours Buffon.
Et c'est vrai que, par contre, je suis déçue de la tournure que prennent les choses, parce que, comme tu as pu le dire, Jessie, pour moi, c'est une image qui ne colle pas à celle qu'il a renvoyée pendant toutes ces années, de son parcours, de ses choix qu'il a pu faire par le passé, justement, de rester à la Juve pendant 17 ans. Par amour, en fait, pour le club, et je trouve que, justement, ce genre de choix, ça collerait pas du tout avec tout ce qu'il nous a montré jusqu'à présent. Et c'est ça, en fait, qui me déçoit plus qu'autre chose. Mais j'aime toujours Buffon. Disons que là, voilà. On a des avis différents, mais on reste dans le respect, quoi. Par contre, quand tu regardes dans certains réseaux sociaux, que ça soit italien, francophone ou peu importe, t'as des gens qui lui manquent totalement de respect. Ça va très très loin. Qui vont beaucoup trop loin. Et moi, je dis, à un moment, on n'oublie pas la famille, hein, l'amour, le respect, tout ce qui va autour. Donc, ok, qu'on soit d'accord avec lui, c'est une chose, mais qu'on l'insulte... non, c'est pas possible ça. C'est ça. Je pense que c'est normal enfin, on peut aimer Buffon à la folie et je pense que c'est le cas de nous tous actuellement. Moi perso, j'aimais. C'est triste. C'est con à dire. Hein. Moi Buffon, je l'aime comme un père, hein, littéralement, parce que je l'ai toujours vu comme ça. On peut être un petit peu déçu de sa destination. Par contre, non, le manque de respect, c'est complètement autre chose. Je comprends qu'on puisse être déçu de la décision, qu'on puisse un petit peu se sentir. Enfin, pas trahi parce que, mais enfin un petit peu de ça quand même. Je peux comprendre qu'on puisse se sentir trahi, mais pas de là à tout bazarder, et à aller dans l'insulte. Surtout pas, sûrement pas, vraiment pas. On va passer au dernier sujet. Voilà, bon, Gigi Buffon à Paris ou ailleurs, c'est la fin de quelque chose. On l'a toujours imaginé 1 million de fois finir sa carrière en bianconero. Ça sera pas le cas finalement, mais au-delà de la grosse déception, on a un petit peu l'impression que c'est la fin d'une ère dans le football moderne. Il y a une certaine idée du romantisme qui se meurt d'année en année. Fio, je m'adresse à toi, est-ce que tu as cette impression que l'ère des bandiere est révolue, qu'on ne verra plus ces joueurs qui terminent leur carrière dans leur club de toujours ou presque? Oui, j'ai clairement cette impression-là. Moi, j'ajouterais que c'est vrai que pour moi, c'est la fin des bandiere parce que là, il y a successivement Maldini, Zanetti, Totti, Del Piero et maintenant Buffon qui sont partis. Et c'est vrai que c'est des joueurs qui faisaient un peu l'unanimité, c'est-à-dire qui étaient respectés évidemment par leur propre club, mais évidemment par les clubs rivaux. Ils ont un charisme et une aura que personne n'a pour moi aujourd'hui. Qu'on soit clair, des joueurs comme Marchisio, comme Chiellini, je les adore et c'est des bandières pour nous. Mais ils n'ont pas, je dirais, ce charisme et cette aura auprès des autres clubs. C'est-à-dire que Chiellini, nous, on l'adore, mais tous les autres clubs certainement le détestent et il fait pas forcément autant l'unanimité que les autres. Donc je vois plus de ces grands joueurs justement capables d'avoir un peu la même aura qu'avait Buffon et consorts justement. Non, je pense que là. Le football italien a eu une période absolument exceptionnelle, on va dire, jusqu'en 2006. Mais là, il y a vraiment une grosse page qui se tourne et je pense pas qu'on reverra des joueurs comme Buffon et comme ceux que j'ai pu citer dans le futur. Amy, ton avis là-dessus? Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, il reste peut-être des Rossi et puis ensuite, ce sera terminé, cette ère un peu magique. Je pense que c'est la fin du football romantique en fait. C'est la fin de ces joueurs qui ont un amour du maillot qui est plus puissant que n'importe quoi d'autre. Et je trouve ça un peu triste en fait. Moi, je suis nostalgique du football qui est révolu. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que j'ai tendance à me dire que ces derniers temps, peut-être que je cultivais une image du football qui était un petit peu naïve. Voilà, j'imaginais volontiers Buffon terminer à la Juve et là maintenant j'ai un petit peu plus de doutes du coup concernant Marchisio, concernant Chiellini. Je me dis si ça se tombe eux aussi partiront pour une destination un petit peu exotique ou pas, mais bon. Et c'est vrai que ces jours-là seront beaucoup. C'est vrai que même si Marchisio et Chiellini n'ont pas l'aura d'un Buffon, ils seront quand même très difficiles à remplacer. Alors effectivement des joueurs comme Buffon, Maldini, etc. qui ont pu être cités. Je pense pas qu'on en reverra. C'est vrai que maintenant aujourd'hui le football cultive une image très. Enfin, il y a l'aspect financier qui est beaucoup plus cultivé que l'aspect respect et amour du maillot. Calo, t'as peut-être quelque chose à dire là-dessus? J'ai à dire que je suis pas du tout d'accord avec vous en fait. Parce que les bandières, ça existe, ça a toujours existé, ça existera toujours. Je veux dire, même une bandière,
pour revenir à ce qu'il disait Fiorenzo, à mon avis, il voulait dire une bandière avec charisme, pas juste une bandière, quelque chose qui transcende tous les supporters. Mais les mecs, Buffon ne transcende personne en Italie. Si vous demandez à un supporter de l'Inter ou du Milan, il le déteste. Évidemment, ils vont dire qu'il a des fabuleuses qualités techniques, que c'est un grand gardien, mais en tant qu'homme, il le déteste. Comme Totti est détesté par tous les supporters non romains en tant qu'homme. C'est comme ça. T'avais peut-être Maldini qui était aimé de tous, c'est vrai. Mais la plupart restent vraiment une bandière de leur club et pas du pays en entier. Maintenant, Carlo, si tu me permets quand même, Buffon a été applaudi par pratiquement toutes les courves. Ça a été un peu une tournée d'adieu cette saison, et tous les stades dans lesquels il est passé, il a été applaudi lorsqu'il allait se mettre devant le but des ultras. Et ce serait peut-être à vérifier, mais je crois que ça a été le cas aussi à Milan. Disons que après, Buffon il avait son rôle de capitaine de la nationale et qui fait qu'il est respecté par tous les Italiens. Mais franchement, je pense pas qu'il est détesté comme tu le dis toi, je pense qu'il est quand même très très respecté. Alors Buffon a des accointances et des sympathies avec certains tifoserie en Italie, dont les tifosi de la Lazio pour une question politique, dont avec le Dinès aussi, avec 2 ou 3 tifoserie, il est aimé. Mais les supporters du Milan, en tout cas tous ceux que je connais, que ce soit dans leur forum ou IRL ou même en stade, non, ils vont te parler de Montari, ils vont te parler du fait qu'il a pas dit que le but il y avait but. Les supporters de l'Inter vont te parler de paris que Buffon aurait fait sur des matchs. Enfin, moi je sens pas d'amour de leur côté, quoi. Bon, maintenant, tout joueur est clivant, mais non, des bandières, il y en a encore. Il y a la Juve, il y a Marchisio, à la Rome, il y a des Florenzi, des Rossi. Mais c'est pas des joueurs, même Florenzi. Non, mais c'est pas des grands joueurs, qui... mais c'est pas parce que c'est pas des grands joueurs que c'est pas des bandières. Je te rappelle que bandière, ça veut dire porte-drapeau, ça veut dire un joueur qui est là parce qu'il aime le club et parce qu'il va faire, si pas toute sa carrière, mais au moins une grande partie de sa carrière dans le club. Mais justement, je te coupe, Zoro, là-dessus, si tu me permets. Vas-y. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, avec les valeurs qui circulent dans le football, enfin des valeurs qui ont tendance à disparaître d'année en année, aujourd'hui, plus rien, mais alors strictement plus rien, ne garantit qu'un joueur puisse rester à un endroit, à un club, par amour. Aujourd'hui, avec les moyens qui sont déployés, les sommes folles qui sont versées dans le football, personne ne peut dire. Ah, mais si on va par là, alors on peut dire à l'époque les joueurs restaient pas dans un club parce qu'ils n'avaient pas d'offre, quoi. Non, moi je pense qu'aujourd'hui il y a encore des joueurs qui ne quitteraient pas leur club, ou en tout cas ils ne partiraient pas tant que le club veut d'eux. C'est le cas de Marchisio, c'est le cas de Florenzi, c'est le cas d'autres en Italie. J'ai pas les noms qui me viennent en tête, comme De Rossi. De Rossi, si demain, je vais pas dire que j'en suis sûr parce que je suis pas dans sa tête, mais De Rossi, si tu lui dis voilà, tu gagnes 100 millions par an, moi je te donne 6 et tu vas jouer à la Lazio. Mais le mec il va pas, hein. Le mec ne va pas. Oui, parce que De Rossi fait partie de cette ancienne génération de joueurs, justement, qui ont ces tripes, en fait, finalement. Aujourd'hui, les jeunes générations de joueurs ne renvoient pas à mais ça, on va dire que seul le futur nous le dira. Seul le futur nous le dira. Moi, je vois des joueurs qui sont dans des clubs et qui y restent longtemps encore aujourd'hui, et on est un peu trop dans la nostalgie de ces grands joueurs qui faisaient toute la carrière dans un club, et on a l'impression que ça n'existera plus. Alors forcément, le grand joueur de cette génération de grands joueurs, là on est un peu dans un creux générationnel, là-dessus on est d'accord. Ils n'ont pas autant de charisme, on est d'accord. Marchisio c'est pas Maldini, on est d'accord. Mais en tant que porte-drapeau et en tant qu'amour du club, je vois pas ce que Marchisio a de moins qu'à Maldini, quoi. Je parle juste d'amour du club. Mais non, après, bon, chacun est libre d'avoir son avis. Mais pour moi, les bandières, il y en a et il y en aura toujours. Bah écoute, j'espère. Je pense qu'elles auront juste plus le même poids qu'elles ont pu avoir par le passé. Je pense que De Rossi, c'est un des derniers exemples des vraies bandières, et comme on les entend nous, des personnes qui ont déjà pris leur retraite. Je pense que ça c'est aussi lié, au moins en Italie, au niveau des bandières, et sur les vainqueurs de la Coupe du Monde en 2006, et que ces personnes-là, une fois qu'elles s'arrêtent, et ben ça laisse un certain vide. Donc, parce que c'était pour la plupart des personnes attachées à leur club. Bon, elles ne pas tous, mais... Ben, l'attachement vient avec les années, hein. Buffon, au début, quand il était avec nous, il était honoré d'arriver à la Juve. Il arrivait dans un des meilleurs clubs du monde qui avait fait une série incroyable de finales de Coupe d'Europe de suite. Il arrive là, il était honoré, mais il n'avait pas d'amour spécial pour nous. Il était juste honoré. L'amour est venu avec les années. Après la série B, quand il chantait l'hymne de la Juve, tu sentais vraiment que le mec, il chantait avec tout son cœur, quoi, comme une hymne nationale. Et l'amour vient avec le temps. Donc, t'as peut-être des jeunes de maintenant qui
qui aiment leur club sans plus et qui vont tomber éperdument amoureux. Regardez par exemple Di Natale. Et Di Natale, le mec, il est napolitain. Il arrive à Udine. À Udine, les gens sont hyper froids. Hein. Ils voient des joueurs dans la rue, ils vont même pas leur demander un autographe, quoi. Donc la ville ne lui correspondait pas. Eh bien, Di Natale, et lorsqu'il avait 33 ans, je pense, la Juve a voulu l'acheter. Il a refusé d'aller à la Juve. Il a refusé. Il dit, je préfère rester à l'Udinese. Je n'ai rien contre la Juve, mais je me sens chez moi à l'Udinese. Moi, je pense que ça existera toujours. Maintenant, vaste débat. Bah, écoute, Et tu vois, tu cites Di Natale, mais Di Natale, c'est un de ces autres joueurs qui est plus là aussi aujourd'hui. Hein. c'est ça, en fait, Oui, tu oui, cites mais- beaucoup de joueurs de l'ancienne génération. Ouais, mais les finalement. mecs, moi, on peut pas parler d'un joueur qu'il a arrêté s'il a pas déjà arrêté, quoi. Forcément, c'est une autre génération, ça c'est sûr. Je veux dire, je peux Non, pas mais parler de la fin de carrière de Florenzi, vu qu'elle est pas encore arrivée. Je peux donner que des exemples Et du passé. d'ailleurs, Florenzi, on en parle régulièrement à la Juve, et ce sera peut-être cet été. On va voir ce qui va se passer un petit peu. Florenzi, pour le moment, il n'est pas sûr du tout de rester à la Roma, et il est courtisé par l'Inter et Spalletti qu'il a entraîné, et la Juventus. Et des dernières nouvelles que j'ai pu voir, moi, il est plus proche du départ que de rester. Alors, deux choses. S'il vient à la Juve, je suis l'homme le plus content du monde parce que en back droit, il a la grinta de Gattuso. Il pousse très fort sur son aile. Il est encore relativement jeune. Il est pas très jeune, mais il a pas 30 ans. Et il est italien. Donc moi, je serais hyper heureux qu'il vienne à la Juve. Maintenant, s'il part de Rome, il faut savoir que c'est pas lui qui décide de partir de Rome. C'est parce que le club a besoin d'argent, parce que le propriétaire de Rome ne met pas un seul euro dans le club doit être autogéré, donc tous les ans ils sont obligés, malgré qu'ils sont arrivés en demi-finale de Coupe des Champions, de vendre un joueur. Donc ça sera pas entièrement, bon, c'est pas qu'on lui met un couteau sous la gorge non plus, mais c'est pas lui qui le décide, hein. Donc on peut pas lui en vouloir dans ce point-là. Après, vu la qualité du joueur, je pense pas qu'on puisse dire non plus qu'on va le foutre à la porte comme ça. C'est un peu. Je suis pas tout Ah bah à c'est fait comme d'accord avec- Pjanic, hein, il était pas foutu à la porte, mais à un moment devant une offre, mais lui il avait une clause, c'est encore différent. Mais non, Florenzi, parlons de technique 2 petites secondes, à part défensivement où il est pas exceptionnel, mais il faut dire que back droit c'est pas vraiment son rôle, hein. À la base c'est un milieu de terrain qui a été adapté en back droit. Donc à part que défensivement il est pas extraordinaire, pour le reste, je vois pas qui est-ce qu'on pourrait avoir mieux en back droit au monde, hein. Voilà. Pour recentrer un petit peu le débat par rapport au fait qu'il existe des bandiere ou pas dans le futur, perso, je reste quand même très peu convaincu que cette nouvelle génération de joueurs qui sont déjà là d'ailleurs, et c'est celles qui vont arriver, auront ce qu'il faut en bagage mental et auront ces valeurs de loyauté comme ont pu l'avoir certains joueurs du passé. Aujourd'hui, je pense que les joueurs sont beaucoup plus égoïstes et beaucoup plus carriéristes qui ne l'étaient auparavant. Bon, après, c'est aussi une question de génération, c'est une question d'éducation aussi. Ça sera plus difficile d'avoir des nouveaux Buffon, des nouveaux Del Piero, des nouveaux Marchisio pour rester dans le thème de la Juve. Et je pense, si tu me permets, c'est aussi dû au fait que ces joueurs-là, ces jeunes joueurs-là, ils n'auront pas eu l'occasion et la chance d'évoluer avec ces bandiere-là qui auraient pu leur donner ces valeurs-là Tout qui à se fait. perdent désormais. Tout à fait, et ça va être difficile d'ailleurs avec ce qui se profile là en départ. C'est dommage parce que les équipes B arrivent un petit peu tard pour décrocher un petit peu sur un nouveau côté technique. Si les équipes B étaient arrivées un petit peu plus tôt, je pense que tous ces jeunes en fait auraient pu évoluer et grandir aux côtés des Buffon, des Marchisio, des Barzagli, des Chiellini, même de Del Piero, pourquoi pas. Et peut-être que certains d'entre eux auraient été plus imprégnés par l'ADN et auraient été plus susceptibles de devenir bandiere dans le futur. Alors juste un mot pour les bandières et puis j'arrête. C'est qu'à la Juventinita se transmet de joueur en joueur. Marchisio va la transmettre aux autres, et celui qui a toutes les cartes en main pour devenir une bandière, et parce qu'il a la tête, il a le physique, le talent et l'humilité de l'être, c'est Bernardeschi. Vous allez voir les mecs. Eh ben J'espère. écoute, J'attends ouais. que de voir ça. Moi, espère, j'ajouterais juste aussi qu'il y a un petit paramètre à prendre en compte aussi, c'est la perception du public qui a un petit peu changé aussi, c'est-à-dire que les jeunes supporters maintenant, avant de supporter des clubs, ils supportent des joueurs en fait. Et du coup, je pense que c'est un paramètre important à prendre en compte dans le débat aussi, c'est-à-dire que ils vont suivre d'abord le joueur au fur et à mesure de ses clubs, et ils vont pas suivre un club et avoir au sein de ce club un joueur symbole. Aujourd'hui, tu as des gamins qui vont être fans de Neymar par exemple, et regarder où il va aller sans avoir cette perception justement de ce qu'il représente pour un club. Ouais, c'est vrai. Avec les réseaux sociaux, maintenant, on a ce côté-là qui est très exacerbé aussi. On a plus tendance à être fan d'un joueur que fan d'un club. On va conclure là-dessus, les amis, si ça vous va.
Donc De toute voilà. façon, le sujet est vaste. Oui, le sujet est vraiment très très vaste. On aura peut-être le temps d'y revenir lors d'un prochain podcast. Mais on va conclure pour cet épisode. Merci à tous d'avoir participé et merci à vous de nous avoir suivis pendant ces longues minutes. Ce podcast ainsi que les 2 précédents sont toujours en libre consultation sur YouTube et SoundCloud. Bientôt sur iTunes, c'est promis. Encore un tout petit peu de patience. En attendant, n'hésitez pas à réagir au débat dans l'espace commentaire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. N'hésitez pas à réagir dessus, à nous donner votre avis. Lâchez des pouces bleus, abonnez-vous. Prenez soin du foot qu'on aime. Et on vous dit à très bientôt et fino la fine. Ciao. Allez, salut à tous. Ciao à tutti.